Bonjour donc. Merci d'être avec nous encore une fois. Le temps qu'on s'installe, je représente un petit peu l'idée de cette table ronde et de ce premier débat de la journée. Comme le disait tout à l'heure Kylian dans la présentation, il y a ces mouvements qui sont pour certains induits par le changement climatique qui deviennent une nouvelle réalité, un nouveau régime politique d'une certaine manière, et qui bouleversent pas mal de choses dans les discussions. On le sent dans certaines régions plus que d'autres et à certains moments plus que d'autres. Et en fait, on est quand même dans une année électorale où ce sujet s'impose déjà, va sans doute continuer à s'imposer. Donc, on pensait que c'était bien d'avoir les idées claires là-dessus. Il faut rappeler que la mer Méditerranée, c'est l'une des routes migratoires les plus meurtrières que l'on connaisse. Il y avait 765 morts recensés par l'Organisation internationale des migrations pour le premier semestre de 2026. Et on peut avoir tendance à dire que ces migrations sont précipitées, accélérées par le changement climatique. Là-dessus, il faut préciser d'emblée que le statut de réfugié climatique n'existe pas. C'est donc pour ça que parmi nos invités, nous avons au centre de cette table ronde Sabrina Sebaï. Bonjour. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts pour la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, si j'ai bon. Et vous êtes l'auteur de la proposition de résolution visant à la création d'un statut de réfugié climatique au sein de l'Union européenne. À votre gauche, Ariana Poletti, bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes aussi doctorante et vous menez une thèse qui critique ou qui amène une réflexion sur le concept de migration climatique depuis l'écologie politique. Et à ma gauche et à votre droite, à tous les deux, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Vous êtes actuellement présidente de France Terre d'Asile et on vous connaît aussi pour avoir été ministre de l'Éducation nationale précédemment. Et c'est des sujets que vous continuez à suivre, si j'ai bien compris, puisque vous publiez récemment un livre sur ce sujet, notamment sur notre rapport aux écrans, qui sont un autre débat qu'on pourra rouvrir plus tard. Peut-être pour commencer cette discussion, je voulais qu'on commence par un cadrage sémantique pour savoir de quoi on parle. Et Sabrina Sebaï, puisqu'on n'a pas ce statut de réfugié climatique, premièrement, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Deuxièmement, qu'est-ce que ça implique? Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'on porte cette résolution? Vous portez cette résolution, qu'est-ce que ça changerait? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup déjà pour l'organisation de ce temps d'échange sur un sujet éminemment politique et humanitaire. Je trouve que c'est très important qu'on puisse l'aborder dans le cadre de ce tour. Alors, pourquoi cette résolution? En réalité, ça a été dit, ça vient réparer un vide juridique puisque le statut de réfugié climatique n'existe pas aujourd'hui, alors même qu'on sait qu'il y a déjà des migrations en lien avec le climat. Vous avez certains territoires aujourd'hui qui sont des déserts absolus. Vous avez des sécheresses intenses, des famines, qui font que oui, il y a des populations qui migrent. Jusqu'à présent, on était sur des migrations plutôt est-ouest ou dans un périmètre très restreint en réalité. Sauf qu'on voit bien que, vu que la question du changement climatique est en train de s'accélérer, ça risque de devenir, ces zones-là qui étaient plus petites, risquent de devenir extrêmement importantes, avec donc des flux migratoires qui vont devenir de plus en plus importants. Donc le dérèglement climatique force déjà des gens à se déplacer. Cette résolution permettrait d'avoir en réalité une protection concrète pour ces personnes, donc de ne pas les laisser dans un vide juridique tel qu'elles le sont aujourd'hui, et de pouvoir les protéger pour qu'elles soient accueillies dignement, même si déjà on doit bien avouer que le reste de l'accueil, déjà en ce qui concerne les réfugiés, n'est absolument pas digne aujourd'hui. Le statut de réfugié, en réalité, il a été construit après 1945 autour de la persécution humaine. Vous aviez à l'époque dans la définition un État, une guerre, une milice, une appartenance religieuse ou politique faisait qu'on avait un statut, le statut de réfugié. Ça permettait de pouvoir accueillir. Le climat, lui, ne persécute pas. Il détruit juste l'habitat des personnes qui font qu'elles sont obligées de se déplacer. C'est bien tout ça le problème. Donc la Convention de Genève aujourd'hui ne les protège pas et ne leur donne absolument aucun statut. Parce qu'aujourd'hui, on n'accueille pas quelqu'un qui fuit un territoire parce qu'il devient inhabitable. Donc ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a travaillé à cette résolution pour créer ce nouveau droit parce que ça nous semblait primordial. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2023, le centre de déplacement et des migrations internes estimait déjà à plus de 75 millions de personnes qui avaient déjà été obligées de migrer à l'intérieur de leur pays. C'est passé à plus de 80 millions en 2024 et ce chiffre ne fait qu'augmenter en réalité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir une amplification du phénomène et bien sûr cette résolution, elle ne dit pas que en cas d'une inondation, c'est-à-dire d'un one-shot, on va avoir ce statut de réfugié. Il y aura des critères bien évidemment bien précis, mais quand vous habitez dans un territoire dont on sait qu'il sera
inhabitable, qui ne sera plus du tout habitable et qu'il n'y aura pas de retour. D'ailleurs, ça va poser aussi la question, parce que jusqu'à présent, quand on parlait de persécution, par exemple, par un régime politique, on se dit que le réfugié qui est accueilli, quand il y a un basculement du régime, ça a été le cas pour la Syrie, par exemple, on a vu des milliers de Syriens retourner chez eux. La question du réfugié climatique ne sera pas la même, parce que quand on aura des pays entiers où il n'y aura plus de vie possible, eh bien, ça ne sera plus possible. Et donc, en termes de droit, cela permettrait, je l'ai dit, de reconnaître le fait que certaines personnes partent, non pas par choix, mais parce qu'elles y sont contraintes, de leur garantir des droits et une protection internationale, d'organiser les réponses de manière anticipée pour ces personnes. Et donc, au lieu de subir les crises humanitaires de plus en plus fréquentes, on anticipe, de consacrer une responsabilité collective, parce que là aussi, on pourra revenir peut-être dans le cadre du débat, mais quand on sait que le continent africain est le plus exposé au changement climatique, alors que ce continent n'émet que 4% de gaz à effet de serre, on voit bien l'inégalité et l'injustice climatique qu'il y a aujourd'hui, puisqu'en plus, ce sont ceux qui sont essentiellement visés quand on parle de flux migratoires. C'est quand on parle d'immigration, on ne parle pas des Américains, des Suisses ou des autres. On parle bien de certains continents et pas d'autres. Donc là aussi, je pense que c'est extrêmement important. C'est pour ça que moi, je place cette question migratoire sur la question surtout de la justice et de la réparation qu'on doit avoir. Moi, je le dis aussi, on a su, après la Seconde Guerre mondiale, créer ce statut de réfugié. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on n'adapte pas, finalement, le droit à l'enjeu de ce 21e siècle, qui est celui du climat. Donc, les textes sont faits aussi pour s'adapter à la question de l'actualité. Et on ne peut pas, d'un côté, reconnaître l'impact du changement climatique et de l'autre, ne pas reconnaître le fait que des gens fuient leur pays à cause de cela. Et on est dans une ville qui est aujourd'hui dirigée par l'extrême droite. Il faut dire que ce sont quand même les plus climato-sceptiques. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils sont environ 130 députés. Il faut entendre leur discours systématique sur la question du climat. Mais il faut croire que les choses changent, parce que quand ils sont directement impactés par les pics de chaleur ou par ce qui est en train de se passer, on a eu la surprise de voir Monsieur Chenu critiquer le gouvernement en disant que c'était quand même dommage qu'il n'ait pas respecté les recommandations du GIEC. Là oui, c'est dommage, effectivement. Merci pour ce premier tour de réseau. Puisqu'on va peut-être sans doute rentrer dans la complexité de la catégorisation et de savoir comment on comptabilise, vous évoquiez des chiffres tout à l'heure qui sont sujets à plein de discussions, on arrive difficilement à chiffrer cet impact, mais avant ça, vous étiez en train de parler de l'accueil. Et peut-être que du point de vue de France Terre d'Asile, Najat Vallaud-Belkacem, comment est-ce que vous le percevez, cette proposition de créer ce statut? Est-ce que ça permettrait de faciliter l'accueil dans un moment où, comme on disait justement, les propositions vont plutôt dans un sens inverse? Est-ce que c'est un outil dont vous voudriez vous emparer depuis France Terre d'Asile? Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Bravo aux équipes de SOS Racisme. J'étais vraiment très heureuse d'entendre le jeune Kylian s'exprimer. Je trouve ça vraiment... En fait, je me disais, d'une certaine façon, c'est dans les villes justement qui ont été malheureusement prises par l'extrême droite qu'il y a une énergie de résistance qui est fabuleuse, et notamment dans la jeune génération. Donc, je veux la saluer et lui apporter tout mon soutien. Mais pour répondre à votre question... Moi, je suis vraiment... j'avais hâte de participer à cette table ronde, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est quasiment pas évoqué dans le débat public, ou alors qui est mis sous le tapis. Et sans doute, on vous dira un peu la même chose avec Ariana, qui est... on comprend bien les préventions qu'on peut avoir à l'idée, par exemple... porté par certains, ce n'est pas ce que vient de dire Sabrina, porté par certains de réouvrir la Convention de Genève de 1951 pour y inscrire les questions de déplacement climatique parmi les raisons pour lesquelles quelqu'un serait légitime à demander protection. Les préventions qu'on peut avoir face à ça, c'est évidemment que, oh mon Dieu, dans cette période de grande régression, et on voit les dernières mesures adoptées par exemple par l'Union européenne autour du règlement retour qui a été adopté le 17 juin dernier, par exemple, grande régression, grande fermeture à l'égard, grande hostilité à l'égard des potentiels nouveaux venus. On a peur de réouvrir la Convention de Genève et du coup de devoir enregistrer en fait des reculs plutôt que des avancées. Mais, comme je viens de le dire, ce que vient de dire Sabrina, ça n'est pas ça. Et je l'ai écouté avec attention parce que moi, je trouve ça plutôt malin. C'est-à-dire que, d'abord, on a des illustrations de ce que, sur d'autres zones géographiques, d'autres plateformes régionales, on a su faire ça. On a su faire ça, par exemple, s'agissant de l'Australie avec les États du Pacifique. Elle a adopté un texte comme ça qui prévoit qu'en
cas de catastrophe climatique, les déplacés puissent être accueillis plus facilement. On a su faire ça, l'Argentine a adopté un texte dans le même style pour ce qui est de l'Amérique latine, et on a su faire ça même en Afrique, et peut-être même que le continent africain était le plus avancé en la matière, et j'aurais dû commencer par lui, notamment dans le cadre de l'autorité intergouvernementale pour le développement du continent africain, qui prévoit depuis 2020 qu'on puisse comme ça bénéficier de cette protection lorsqu'on fuit une catastrophe climatique. Donc, je crois qu'en effet, c'est à l'échelle de ce continent et de l'Union européenne qu'un tel texte doit être porté, et je n'y vois que des avantages, non seulement parce que en effet, c'est faisable, donc pourquoi on ne le fait pas, mais surtout parce que ça permettra de porter un récit, un narratif, comme diraient certains, qui viendrait contrebalancer un petit peu l'exclusif récit de fermeture qu'on a en Union européenne sur la question migratoire. Et parce qu'à un moment donné, en fait, je crois qu'on ne peut traiter sérieusement de cette question des mobilités humaines qu'en faisant preuve d'ambition, en fait. Tant qu'on est sur le recul, la peur, etc., de toute façon, on se laissera dépasser par les événements. Faut pas croire une seconde que les murs qu'on érige arrêtent les mobilités humaines, surtout lorsqu'elles sont le fait de gens qui cherchent à survivre, hein, ou à ce que leurs enfants survivent. Sérieusement, enfin, je trouve qu'il y a un manque de raison dans tout cela qui est absolument flagrant. Et donc, aucune de ces barrières n'arrêtera rien. La seule chose que ces barrières créent, c'est évidemment de la misère et du malheur et des morts multiples en Méditerranée et de l'irrégularité sur notre territoire et donc des indésirables, puisque finalement, on a désigné ces gens comme étant indésirables aux yeux de la population locale. Par définition, ce sont des anticipations autoréalisatrices et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? C'est le populisme qui monte dans le pays et c'est des forces populistes qui arrivent au pouvoir et les forces populistes, elles commencent peut-être toujours par s'en prendre au début aux étrangers, à la figure de l'étranger. Ensuite, elles s'en prennent à ceux qui ressemblent à des étrangers, même sans en être vraiment, c'est-à-dire par exemple des gens qui auraient la nationalité du pays, mais dont le faciès n'est pas exactement le bon. Puis ensuite, elles s'en prennent à toute la population sous l'angle des libertés fondamentales et des droits qui ne sont plus respectés. Donc tout le monde finit par être victime de ce populisme. Donc en fait, il est très important qu'un discours, un récit très ambitieux, constructif, positif sur la question des mobilités humaines, notamment face à l'enjeu climatique, viennent contrecarrer tout cela et rééquilibrer les choses. Et vous nous évoquiez justement tout à l'heure ce pacte européen sur l'asile et la migration qui est récemment entré en vigueur. Arianna Poletti, vous qui suivez beaucoup ces sujets d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, qu'est-ce que c'est ce pacte et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce qu'il va changer aux règles du jeu actuelles ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et merci pour avoir organisé cette table ronde et toute ma solidarité à une ville d'extrême droite. Moi, je viens d'un pays d'extrême droite, l'Italie. Donc, où la question justement de la migration et du droit des réfugiés est quand même extrêmement politique. Et l'Italie a tristement poussé en Europe une série de règlements que nous on essaye de faire passer en Méditerranée, en Europe depuis quand même plusieurs années justement depuis l'arrivée notamment de Madame Meloni et c'est quand même paradoxal je pense de se retrouver ici aujourd'hui et parler d'un vide juridique comme le vide justement qui concerne le statut potentiel de réfugié climatique qui n'existe pas et en même temps ce qui se passe en Europe c'est justement le vote d'un pacte sur la migration et sur l'asile qui, on dirait que fait l'inverse de ce qu'il se propose. C'est-à-dire que un pacte sur l'asile, souvent, ce qu'on se dit, c'est que c'est un pacte qui est censé améliorer la protection des réfugiés qui arrivent sur le sol de l'Union européenne, alors que en lisant, en parcourant les centaines de pages, parce qu'il s'agit quand même d'un texte très long et très complexe. Moi, je suis pas du tout juriste et je pense que même les juristes en ce moment ont des soucis à comprendre ce que ces textes contiennent parce que c'est quand même un texte très très compliqué. Mais en gros, ce qui en ressort de ce texte, c'est que l'intention est celle de limiter le statut de protection des réfugiés en partant
cette idée qu'il y a soi-disant un abus de ce statut-là. L'idée, c'est un peu celle de se dire, il y a plein de migrants qui arrivent sur le sol européen et qui demandent l'asile, mais en fait, ils n'en ont pas trop le droit. Et donc, l'idée qui est poussée un peu par ce pacte, c'est de se dire, nous, on va améliorer leur protection en laissant passer les vrais réfugiés. Mais vous comprenez que c'est très problématique parce que déjà, comme je pense que vous le savez, la Convention de 1951 établit quand même le principe de l'individualité. Enfin, le statut de réfugié, ça est accordé en fonction du parcours individuel de la personne. Et ce pacte-là, il a été approuvé avec un règlement très problématique qui est le règlement retour, donc sur les soi-disant pays tiers sûrs, qui sont donc des pays où on suppose que les gens venant de ce pays n'ont pas droit à l'asile parce que ces pays-là sont censés être justement pays sûrs, pays où le respect des droits humains est garanti. Maintenant, cela, bien évidemment, va à l'encontre du principe que les droits des réfugiés est établi individuellement, est censé être établi en analysant le parcours, le vécu de la personne. Et je trouve d'ailleurs paradoxal que ces pays inclus au niveau européen des pays de la Méditerranée, comme par exemple le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, qui sont en même temps des pays cités dans tous les rapports climatiques comme des hotspots climatiques. Donc, en établissant cette liste-là des pays potentiellement sûrs, en fait, encore une fois, comme ça s'est passé en 1951, on ne considère pas le critère écologique et donc cette idée de sûreté ne prend pas en considération quand même le contexte de crise climatique qu'on voit tous en Méditerranée en ce moment. Juste un mot là-dessus, pardon, parce que ce que tu dis est très juste, mais par ailleurs, se dire que la Tunisie est considérée comme un pays sûr, alors qu'on sait la politique qui y est menée à l'égard des migrants subsahariens renvoyés dans le désert sans une bouteille d'eau, et d'ailleurs, du coup, tu fais le lien avec le changement climatique aussi, c'est quand même invraisemblable. Et je voudrais juste, je ne vais pas du tout prendre le temps de parole, mais je voudrais juste quand même souligner à quel point moi je suis choquée que année sur année, on voit ce type de texte que tu viens de rappeler, en l'occurrence au niveau européen, arriver concomitamment avec la journée mondiale des réfugiés. Je crois vraiment que ça n'est pas un hasard ou, malchance. Je pense que c'est pensé pour cela. En fait, c'est incroyable parce que l'hostilité en question, soi-disant portée pour des raisons extrêmement pragmatiques, etc., en fait, elle est totalement idéologique et même le choix des dates. Et on avait vécu la même chose, c'était il y a un an, je m'en souviens, ça m'avait déjà fait bizarre, lorsqu'on avait un ministre de l'Intérieur en France qui avait organisé, vous vous souvenez, une grande descente gare du Nord pour passer en revue tous les papiers des personnes supposément toutes en situation irrégulière à ce moment-là, et il avait fait ça la veille de la journée mondiale des réfugiés. Donc en fait, cette figure des demandeurs d'asile et des réfugiés qui jusqu'à présent, dans la grande hostilité à l'égard de la migration, était un petit peu quand même, disons, protégée parce que quand on interroge les Français, ils continuent de dire que c'est normal et légitime de fuir son pays quand on n'a pas d'autre choix, etc. C'était un peu protégé. En fait, les politiques se sont mis à l'attaquer avec de plus en plus de brutalité, de façon de plus en plus assumée, à tel point qu'on se retrouve systématiquement cette semaine-là avec les mesures les plus franchement dégueulasse. Et je me rends compte que j'ai fait un oubli. On a une caméra là-bas et là-bas, et ce sont nos amis sur Twitch qui nous regardent. Il fallait que je pense à les saluer. Je suis très mauvais en termes de réseaux sociaux, donc bonjour tout le monde, désolé du retard. Et on prendra des questions des personnes qui nous suivent en Twitch en même temps qu'on prendra les questions de la salle. Voilà, il fallait que je condamne cet oubli. J'ai entouré 3 fois sur ma feuille Twitch, en gros. Je pense à vous. Mais ce que vous venez de dire, Najat Vallaud-Belkacem, ça me fait aussi penser, Sabrina Sebaïd, dans votre prise de parole, vous disiez que les députés du Rassemblement national sont toujours plus véhéments, toujours plus présents, et le fait
qu'on introduit cette catégorie potentiellement de réfugiés climatiques, ça veut dire qu'on dit les personnes auxquelles il faut ouvrir nos bras, donner l'accueil, ce ne sont pas seulement celles qui fuient directement telle guerre ou telle autre, mais toute une série de conséquences, parfois économiques, parfois sociales, etc., qui ont été induites par le changement climatique. Donc c'est une catégorie beaucoup plus diffuse. Comment est-ce que vous allez porter ce sujet-là de l'accueil face à quelqu'un dont on doit rentrer un tout petit peu dans la complexité du parcours et du vécu pour justifier de sa présence? Oui, alors pour moi, le premier levier de bataille, il est d'abord politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas céder aux sirènes du discours ambiant qui est absolument... qu'on entend partout, y compris d'ailleurs qui est en train de s'étendre dans des partis dits gaullistes et républicains, quand on voit un Bruno Retailleau qui dit l'immigration n'est pas une chance, enfin vraiment tous ces discours qui sont tenus à longueur de journée, en fait il ne faut pas céder, donc il faut vraiment tenir ce contre-discours en permanence et le tenir vraiment fermement face à eux. Et donc, ça veut dire aussi les mettre face à leurs contradictions. Parce que si on prend la question des guerres, ça c'est établi, mais de toute façon, vous savez, ils ne veulent d'aucune immigration, si ce n'est celle qui leur ressemble selon eux et qui est acceptable pour eux. Tout le reste ne les intéresse pas, ils ne les en veulent pas. Donc, quels que soient les critères aujourd'hui, et on voit bien d'ailleurs ce qu'ils font au niveau de l'Union européenne, puisqu'ils sont en train de tout durcir pour faire en sorte qu'on ne puisse plus accueillir de réfugiés. Mais surtout, leur contradiction, c'est de leur dire, mais en fait, vous êtes contre toutes les politiques de transition écologique. Donc, quelque part, vous êtes responsable des futures migrations et donc de devoir créer ce statut de réfugié climatique. Et donc, je crois que vraiment, systématiquement, il faut les renvoyer aux politiques qu'ils mènent dans leur collectivité ou ce qu'ils essayent de mener et à l'Assemblée nationale et au niveau de l'Europe. Nous, alors, à l'Assemblée nationale, c'est simple, ils votent toutes les régressions écologiques. Le retour des pesticides, les méga-bassines, enfin, vraiment, la réouverture des centrales à charbon, enfin, tout ça, pour eux, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Et en même temps, il faudrait que nous, on pollue le reste du monde, mais qu'en plus, quand on détruit les habitats des autres, il faudrait pas, en plus qu'ils viennent pas chez nous. Donc oui, c'est un peu leur raisonnement et c'est pour ça qu'il faut matraquer en réalité ce discours en permanence. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai suivi la mise en place du pacte asile-immigration. Enfin, c'est hallucinant de se dire qu'on en revient à des choses. Enfin, quand même, ils viennent de décider, ce que tu disais, de créer des hubs, donc des endroits à l'extérieur des pays pour stocker, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des personnes, donc des êtres humains, en attendant qu'ils soient renvoyés dans leur pays supposé, parce qu'en plus, on peut les renvoyer. Parce que ça, par contre, ils s'embarrassent pas de la question de nationalité. Ils décident, oui, toi, tu dois être somalien, donc tu vas en Somalie, et c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on est vraiment dans le pire, en réalité, en termes d'humanité, de ce qu'est en train de faire l'Union européenne. À côté de ça, vous avez Frontex, cette agence, qui normalement, pour nous... L'agence européenne des gardes frontières. Exactement, garde frontières. Donc déjà, c'est un problème. Qui devrait servir en réalité au sauvetage en mer, et qui aujourd'hui, en réalité, laisse les gens mourir en Méditerranée. Et on est en train de durcir aussi la politique de Frontex. Et tout à l'heure, c'était dit à juste titre, en fait, on pourra même créer des miradors, on pourra faire ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'on n'empêchera pas les gens de partir, parce que de toute façon, ils ne peuvent plus survivre. Enfin, ils ne peuvent plus vivre chez eux. C'est une question de survie pour eux. Et la seule chose qu'on va augmenter, c'est le nombre de morts en Méditerranée. En réalité, ce n'est que ça. Et je pense en réalité qu'ils s'en fichent royalement. Sauf que nous, je pense qu'on doit tenir le bout là-dessus. L'autre bataille, ça va être de faire en sorte que la transposition, justement, de ce qui est voté à l'Union européenne se fasse, mais vraiment au niveau minimaliste, c'est-à-dire qu'on shoote tout ce qui est le plus dégueulasse possible dans ce texte. Parce qu'il faut transposer le droit européen au droit français. Exactement. Et donc, on va faire en sorte de déposer des amendements pour faire en sorte que les options les plus dures soient retirées de cette transposition. Donc, nous, on a déposé une résolution. On va essayer de l'inscrire à l'ordre du jour de la Commission des Affaires européennes. Ça va déjà nous donner une température de comment le débat va se mener et comment les discussions vont se faire avant d'aborder la question de la transposition. Ça va être intéressant de voir comment les uns et les autres vont se démarquer en réalité sur ce débat. Mais surtout... en réalité, il y a plein de choses à changer, mais tu connais ça mieux que moi, la procédure Dublin, enfin vraiment toutes ces procédures qui sont mises pour faire en sorte d'empêcher les gens d'arriver sur le territoire. Moi, je crois que, tout à l'heure, je donnais quelques chiffres, mais en réalité, maintenant, on estime quasiment, enfin, sur les projections, on est autour de 200 millions de personnes qui vont devoir faire des migrations internes dans les années qui viennent. On sait qu'en plus, ça, c'est en ne tenant pas compte de l'accélération de ce qui va se passer au niveau du climat, parce que on travaille à équivalent constant. On n'envisage même pas que ça s'accélère vraiment. Et le risque majeur, c'est
donc d'avoir cette Europe du tri, donc qui va trier, et c'est ce qu'elle fait déjà, mais en plus en le durcissant et en renvoyant vers l'extérieur. Et c'est pour ça que d'ailleurs le travail des associations comme France Terre d'Asile ou d'autres sont extrêmement importants, parce que il faut porter par la société civile, par les ONG, par le politique, ces discours pour faire en sorte que justement toutes ces mesures ne s'appliquent pas sur notre territoire national. On voit bien, ça a été dit aussi au début, c'est un phénomène qui est mondial. Enfin, moi, j'étais, je pense comme beaucoup, extrêmement choquée des images de la ICE aux États-Unis. On courait après les gens, donc cette milice qui a été mise en place pour chasser les migrants aux États-Unis, mais en dehors de tout droit absolu, c'est-à-dire que on enfermait les gens sans aucune procédure administrative. Et c'est intéressant parce que en tant que Français, on était choqués, on a beaucoup critiqué, mais en France, ça se pratique aussi. Enfin, aller attraper des personnes, vraiment faire des contrôles ciblés sur des personnes noires, maghrébines, etc., en se disant ce sont des personnes sans papier, etc., et qu'on va les renvoyer, ça se fait aussi. Il faut aller voir ce que sont les centres de rétention administrative en France pour se rendre compte de la manière inhumaine dont on traite les gens en réalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on veut créer ce statut, mais je pense qu'il faudra réfléchir globalement à la manière dont on accueille les réfugiés, parce que le problème, ce ne sont pas les réfugiés. Le problème, c'est le fait qu'on ne les accueille pas dignement, qui font que ça devient un problème. Et un problème pour eux, parce qu'ils sont mal accueillis, pas un problème pour nous. Nous, notre problème, c'est que du coup, on devient totalement inhumain dans notre rapport à ces personnes. Sur les centres de rétention administrative, on peut lire le livre de Louise Tassin, là, Comment on les enferme, dont on parlait il y a pas longtemps dans l'IB. Dans ce que vous venez de dire, vous parliez beaucoup de cette responsabilité, de la responsabilité qui est jouée par les pays dits du Nord ou de l'Europe, etc. Et dans un entretien que vous aviez donné à l'IB pour ce supplément, Ariana Politi et Najat Vallaud-Belkacem, vous pointiez notamment un paradoxe qui est que le même jour ou presque, Donald Trump prenait un décret pour se retirer des accords sur le climat et un autre pour expulser autant que possible les personnes. Donc on pointe qu'il y avait ce double effet. Ariana Politi, si on passe de notre côté de l'Atlantique, vous qui avez beaucoup regardé notamment la question des travailleurs-travailleuses agricoles et la question de la production d'engrais chimiques, pour un livre qu'on peut trouver à la librairie là-bas qui s'appelle Les ravages de nos engrais, qui est paru cette année chez Payot. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de cette question des responsabilités, de ces marchandises qui peuvent circuler dans un sens et les travailleurs-travailleuses qui ne peuvent pas circuler dans le même, et en causant des dégâts pour les écosystèmes et donc pour l'habitabilité de ces pays-là? Ok, je vais juste rebondir sur ce qu'on vient de dire, parce que je veux juste rappeler qu'il y a des pays concernant justement cette externalisation de la gestion du stockage, comme on vient de dire, des personnes en mouvement. Il y a des pays qui essayent depuis plusieurs années d'imposer ça, notamment je pense au Royaume-Uni qui voulait instaurer ces centres au Rwanda, et à l'Italie qui a bâti un hub en Albanie qui existe déjà et qui est bloqué chaque 2-3 mois par la justice, parce que on se demande encore s'il s'agit d'un projet constitutionnel ou pas. Et en disant ça, je reviens à la notion du coup de réfugiés climatiques pour répondre à votre question, parce que en fait ce que je raconte un peu dans mon travail de thèse, mais aussi dans mon travail journalistique et donc dans le livre, c'est qu'il faut interroger la notion de climatique. Au-delà de la notion de migration, donc est-ce que la personne a droit ou pas à accéder à un statut de réfugié, la notion climatique est très complexe parce qu'aujourd'hui on discute beaucoup d'événements extrêmes, donc les inondations, les orages, les tremblements de terre aussi ont été passés comme des causes climatiques, etc. Et le débat aussi sur l'éventuel élargissement de cette définition porte notamment sur ces cas d'épisodes extrêmes climatiques. Et l'une des questions que moi je me pose dans mon travail, c'est de comprendre où est-ce que cette idée de climatique ça s'arrête, parce que il y a quand même des processus qui sur le long terme qui dégradent l'environnement et l'habitabilité de certains territoires et qui posent beaucoup de questions en termes aussi de responsabilité historique de plusieurs pays, aussi de pays européens. Je pense notamment aux questions de pollution. Moi, je travaille pas mal sur les questions de pollution liées justement
à la production d'engrais agricoles, ce qui se passe, c'est que il s'agit déjà d'un type de commerce qui a des origines coloniales. Donc, en ce qui concerne mon bouquin, moi, je travaille un peu sur les phosphates. Du coup, ça, c'est un commerce qui a été établi sous le protectorat français au Maroc et en Tunisie. Et en fait, encore aujourd'hui, on voit un peu l'héritage de cette hiérarchie-là, de ces rapports nord-sud, dans les formes de pollution actuelles. Il y a un énorme enjeu de délocalisation de compagnies polluantes de l'Europe vers les pays du Sud, parce que bien évidemment, pendant que nous, on passe justement des lois qui essayent d'améliorer notre environnement, de limiter les émissions CO2, etc. Il y a des pays où ces lois-là, où le règlement au sens large est beaucoup plus permissif, et donc ça pousse pas mal de compagnies à délocaliser dans des pays du Sud. Cela cause souvent des situations de pollution qui vont... Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les interroge en fonction de la mobilité, c'est-à-dire je me dis, est-ce que ces pollutions-là provoquent une forme de migration? Et comment on définit cette migration-là? Est-ce qu'il s'agit d'une migration climatique ou est-ce qu'il s'agit d'une migration économique? Très souvent, il s'agit d'une migration que de ces côtés de la Méditerranée, nous, on va classer très vite comme économique, et donc justement des personnes qui n'ont plus aucun droit à la protection. Donc voilà, enfin l'idée c'est un peu celle de s'interroger sur cette idée de climatique et de comprendre là où il y a des processus de pollution et de dégradation de l'environnement sur le long terme, qu'est-ce qu'on en fait de ce cas-là et comment on garantit une protection aussi à ces gens-là. Et d'autant plus, vous parliez justement des effets que ça produit sur ces pays-là, et on parlait tout à l'heure d'une clause qui va être introduite dans le pacte migration, qui sont à la fois ces fictions de non-entrée sur le territoire, et aussi en fait d'une politique européenne qui consiste à externaliser la gestion des frontières. Ça, Najat Vallaud-Belkacem, comment est-ce que, notamment depuis des associations qui pensent l'accueil comme Frontières d'Asile, vous avez un poids potentiel pour jouer sur ces pays qui sont des zones tampons, comme les Balkans ou autres, où sont localisés un certain nombre de centres dans lesquels les personnes doivent passer avant de pouvoir entrer, et qui, comme on le disait tout à l'heure, puisque le débat national se durcit toujours, semble finalement une solution presque acceptable dans le cadrage qu'en fait la Commission européenne. Alors non, on la trouve pas acceptable du tout comme solution. En fait, pour une raison simple, c'est que, en fait, enfin, je veux dire, ce qui manque dans le débat public sur la question des migrations, et notamment ce que j'appelle les migrations forcées, les exils forcés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, c'est que très rarement on se mette à leur place une seconde, en fait. C'est que jamais on essaye de se projeter, d'imaginer ce qui se passe dans leur tête. Et alors, du coup, l'avantage que peuvent avoir des associations comme la nôtre, c'est que comme on est avec eux au quotidien, on les fait raconter leur parcours, et peut-être qu'on comprend mieux des choses qui ne sont jamais dans le débat public. Par exemple, le fait que, si quelqu'un fuit, tu évoquais la Syrie, par exemple, en fait, sa volonté première n'est pas nécessairement d'aller jusqu'en Europe. Sa volonté première est d'aller dans un pays proche, mais où il sera en sécurité avec ses enfants. Pourquoi ? Parce que comme ça lui permet de revoir ses proches, d'espérer venir pleurer ses morts, etc. Je veux dire, son intention n'est pas de couper complètement les ponts à ce point-là. D'où ce chiffre que peu de gens dans le débat public semblent s'approprier véritablement. 75% des gens qui fuient restent juste à côté de chez eux. Donc en fait, le Sud accueille bel et bien, puisque c'est là que sont principalement les conflits et les tensions, etc., bel et bien l'immense majorité de ce que certains appellent un poids de la mobilité forcée. Bon. Deuxième chose, quand on discute avec les demandeurs d'asile ou les réfugiés, on comprend très vite à quel point finalement ceux qui, après avoir vécu ce parcours qui était un parcours cauchemardesque
parce que précisément, comme ça a été rappelé, les chemins de passage ont été tellement réduits et on n'a plus laissé que les plus périlleux, les plus dangereux, et donc ça n'est pas par choix que les gens finissent par passer par le désert libyen, par atterrir dans les geôles, se faire torturer, etc. Non, c'est parce qu'il n'est resté que ça, et puis ensuite prendre la Méditerranée même sans savoir nager. Non, parce qu'il n'est resté que ça comme chemin ouvert. Eh bien, quand on discute avec eux de tout ce périple et qu'ils arrivent de façon miraculeuse, malgré tout, sur terre ferme, concrètement, vous imaginez bien que entre deux options, la première qui consiste à dire il faut grosso modo les accompagner avec un accompagnement individualisé, ce que les associations savent très bien faire, parce que en fait elles ne les inscrivent pas uniquement dans des cases administratives et froides, donc vous êtes un homme, une femme, machin, etc. Mais on va s'intéresser, une victime, etc. On va s'intéresser, qu'est-ce que vous saviez faire, comment est-ce qu'on pourrait vous apprendre la langue du pays, etc. Donc cette espèce d'accompagnement à la fois 360 degrés et puis hyper individuel et humain est absolument indispensable pour que les gens se remettent des polytraumatismes qu'ils ont vécus sur le chemin. Indispensable. Et donc l'autre option, je disais, c'est celle qui est portée par les textes européens désormais, c'est en effet de les stocker. Je le trouve très juste le terme, c'est de les stocker, vous voyez, femmes, hommes, enfants, tout mélangé dans des camps à ciel ouvert, et puis de les laisser là, pour combien de temps exactement, puisque de toute façon, comme cela se fait loin du regard des Européens, toute la dynamique d'externalisation, elle consiste à faire les choses loin du regard des Européens, parce que nous autres citoyens avons encore supposément quelques valeurs et que peut-être ça nous ferait un petit peu mal au cœur de voir des mauvais traitements. Mais enfin, et donc du coup, cette option qui consiste à les stocker tous ensemble, les polytraumatiser, etc., vous pensez sincèrement que ça construit quoi? Mais moi, je vais vous le dire, ça construit des bombes humaines, en fait. Et à la fin, nous, citoyens européens, nous serons les victimes de tout cela. Et d'ailleurs, nous en sommes déjà les victimes. Regardez tous les accords passés par l'Union européenne avec des pays aussi fréquentables que la Libye, la Turquie, etc., la Biélorussie. Tout ça fait qu'à un moment donné, en fait, ces pays prennent en otage l'UE et donc nous autres, en disant, si vous ne versez pas l'argent qu'on vous demande à telle et telle échéance, on va ouvrir les vannes et tous ces indésirables qu'on a accepté de garder pour vous, on va les laisser passer en masse. Voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Donc moi, je suis franchement... Et puis, je voudrais dire, je suis très perturbée par la teneur de nos débats publics et je pense qu'il faut qu'on se réveille. Et je voudrais juste dire 2-3 mots par rapport à ce qui a été dit. Sabrina soulignait le fait qu'il n'y ait plus de sauvetage en mer qui soit pris en charge par l'Union européenne. Sérieusement. Quand on y réfléchit... et puis après, on s'invente qu'on a une union pour la Méditerranée, etc., des relations qui doivent être... Mais commençons par cela. Il n'y a plus que les ONG qui fassent du sauvetage en mer. Et Ariana, qui est italienne, le sait parfaitement, avec des pays alentours qui ont tous... beaucoup d'entre eux durcissent leur législation de telle sorte qu'elles empêchent ces ONG en fait de faire leur travail. SOS Méditerranée en fait très régulièrement les frais, avec notamment un décret qui est passé récemment, il y a 2-3 ans, qui leur impose, une fois qu'elles ont procédé à un premier sauvetage, d'aller très vite dans le port le plus proche pour empêcher qu'elles puissent faire plusieurs sauvetages dans la zone. C'est quand même d'une inhumanité ahurissante. Et jamais, visiblement, ne se pose la question pour l'Union européenne de consacrer ne serait-ce qu'une partie des moyens qu'elle consacre à Frontex, qui sont absolument considérables, pour faire plutôt ce sauvetage en mer. La deuxième chose, et j'arrêterai là, mais en fait, j'essayais de mettre les choses en mots là, en vous écoutant les uns les autres. Moi, je trouve que à force de s'habituer à cette inhumanité qu'on nous a imposée sur la question migratoire, à force de s'habituer à cette inhumanité, en fait, on assiste petit à petit à ce que j'appellerais une extension du champ de l'inhumanité. C'est-à-dire qu'en fait, comme on s'est familiarisé avec le fait d'être indifférent à la souffrance, et j'en prends un exemple très précis, nous familiarisons avec la souffrance et l'indifférence à cette souffrance des mineurs isolés étrangers, virgule, on finit par se familiariser avec l'indifférence à la souffrance des mineurs tout court.
Et donc, d'une certaine façon, et ça, je peux vraiment, parce qu'on a évidemment un sujet dans notre pays, enfin, on ne va pas encore ressolliciter l'actualité, mais vous l'avez bien, il y a un problème d'insuffisante protection de l'enfance, de manière générale, etc. Et en fait, moi, je finis par faire le lien entre les deux, parce que j'ai bien vu en Tunisie, pour ne pas parler que de la France, en Tunisie, c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'avais des témoignages vraiment concordants allant dans ce sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec la politique que vous connaissez de Kais Saied, donc cet autocrate à la tête du pays, qui, comme je le disais tout à l'heure, est devenu chantre de la rhétorique du grand remplacement et mène une politique franchement raciste à l'égard des migrants subsahariens qu'il renvoie dans le désert sans bouteille d'eau. Et emprisonne évidemment tout un tas de bénévoles d'associations, des choses comme ça. Bref, situation vraiment très compliquée en Tunisie, mais illustration de ce que peut donner la folie des débats publics. Donc, dans ce pays-là, s'est opéré petit à petit une espèce de chasse aux migrants, et y compris de chasse aux enfants migrants. Hein, de telle sorte que il était déjà désormais interdit, par exemple, d'héberger des migrants. Vous alliez directement en prison hein, si vous acceptiez que... voilà. Et du coup, on s'est retrouvé avec des tas de personnes, en effet, à la rue. Parmi ces personnes à la rue, des enfants, évidemment. Ces enfants, très vite, ont été victimes de réseaux de traite divers et variés. Et en fait, les témoignages concordants qui me revenaient de la population, c'était que, en gros, il y avait une espèce d'habituation, petit à petit, à voir des enfants être clairement en situation de prostitution, en situation de traite, etc., parce qu'ils étaient tombés dans ce piège-là. Mais que, en fait, petit à petit, ça s'était étendu, y compris aux petits-enfants tunisiens. Parce que du coup, quand on voyait un enfant tunisien se balader seul dans la rue, etc., d'une certaine façon, puisque c'était devenu la normale qu'il y ait de tels réseaux qui agissent, eh bien, ça s'étendait, le piège s'étendait jusque-là. Donc, en fait, ça, c'est la Tunisie. Je suis pas en train de dire qu'on en est là aujourd'hui, mais enfin, quand même, j'attire notre attention sur le fait que le traitement réservé aux mineurs isolés étrangers, à un moment donné, si on s'habitue à l'idée que la dimension enfance ne soit plus la chose la plus protectrice du monde et qu'on voit d'abord des enfants en eux avant de voir autre chose, eh bien, ce sont nos propres enfants qui en paieront le prix un jour. Bon, on va essayer de faire en sorte d'éviter ça, du coup, puisqu'on est dans une année importante d'un point de vue électoral, 2027 étant à notre porte. Est-ce qu'on peut réfléchir à sur quel levier appuyer, sur quel front se mobiliser à différentes échelles? Peut-être qu'on peut tenter quelque chose qui serait européen, puis national, puis local avec le travail des associations. Vous citiez à l'instant Frontex, dont on peut rappeler que c'est l'agence qui a le premier budget parmi les agences européennes. Et quand on regarde dans le détail, beaucoup de ce budget est mis plutôt pour des technologies type militaire, pour la surveillance, la prévention et non pour l'accueil. Ariana Politique, comment est-ce que, de votre point de vue, avec les outils du journalisme aussi, qui sont les vôtres, il faudrait mener des actions, se sensibiliser, quels sujets prioriser et comment les traiter dans cette perspective d'une année électorale? Et alors moi je suis pas trop dans les solutions, dans le sens que je tends à être c'est vraiment le boulot des journalistes. Oui, mais c'est une question qu'on se pose tous les jours, genre c'est quoi encore l'impact qu'on peut avoir en tant que journaliste. Je pense que ce qui vient d'être dit par rapport à la Tunisie, moi ça me touche beaucoup parce que je vis dans le pays depuis 7 ans, donc j'ai traversé toute cette phase complètement folle de la chasse aux noirs, parce que c'était clairement ça. Et il y a un vide dans la couverture médiatique de tout cela qui est quand même assez frappant. Et c'est compréhensible parce qu'entre-temps, ce qui se passe dans le monde, clairement, a pris le dessus. Mais je pense que d'un côté, il faut revenir à faire du journalisme sur le terrain. Moi, je déteste cette expression du terrain, mais en soi, c'est la vérité parce que quand on habite dans un pays et quand on est proche de ces gens-là, justement, on arrête de les considérer comme des migrants, mais ça devient des potes, des voisins,
Enfin, moi, j'habitais en Tunisie très longtemps et ce qui s'est passé, c'est que moi, je rencontrais beaucoup, surtout de femmes subsahariennes qui habitaient dans mon quartier. Et moi, je faisais des allers-retours en avion avec l'Italie, avec mon statut d'expat et sans besoin de visa de travail pour entrer dans le pays. Parce que moi, il me suffit un visa touristique. Et en même temps, je croisais tout le temps ma voisine qui me regardait avec des yeux comme ça en se disant « Mais moi, je rêve d'aller dans ton pays parce que ici, je me fais chasser dans la rue. » Ça, c'est quand même des contradictions qu'on doit commencer à raconter. Moi, je pense que aussi se rendre compte de notre posture de journaliste, qui on est dans un endroit, notamment quand on bouge dans les pays du Sud, c'est assez important. Moi, ce que je propose aussi dans mon livre, c'est de revenir un peu à la chaîne de production, à la chaîne de valeur comme méthode journalistique. C'est-à-dire que c'est très intéressant justement d'aller voir quelles sont nos responsabilités dans d'autres pays, parce que souvent on est assez conscient de ce qui se passe à côté de chez nous, mais quand on va acheter des fruits et légumes au supermarché, on ne sait pas qu'on est en train de polluer le Maroc. Et en fait, c'est derrière chaque produit qu'on consomme, qu'on achète, il y a toute une chaîne de valeur qui est très complexe, très fragmentée, qui va bien au-delà de nos frontières et qui concerne beaucoup de populations qui sont très loin de nous et après que nous on appelle des populations migrantes. Mais souvent ces mêmes migrants, ils viennent de zones où il y a quand même une responsabilité des pays du Nord qui est réelle. Et moi je pense que ça peut vraiment donner de sens au travail journalistique, notamment de journalistes européens, pour arrêter de faire un peu ces espèces de voyages coloniaux dans des pays exotiques où on se dit que voilà, on gagne plein de prix parce qu'on a été dans un endroit ultra risqué, mais commençons à s'interroger, je pense, sur nos propres responsabilités ailleurs. Et vous parliez de nos propres responsabilités, notamment liées aux pesticides. Il n'y a même pas besoin en fait de sortir du cadre français, puisque les territoires ultramarins sont des endroits qui ont été historiquement beaucoup pollués, etc. Et donc là, ça ramène au débat national. Donc là-dessus, Sabrina Sebahit, qu'est-ce que, depuis votre position de députée, avec la perspective de 2027, vous avez dans le viseur pour qu'on évite d'accentuer, d'aggraver cette situation? Là, je vais pas faire la séquence 2027 parce que c'est un peu compliqué à gauche en ce moment. Vous l'aurez tous constaté. Non, chaque jour un candidat, donc c'est quand même pas évident. En tout cas, j'espère qu'on réussira à éviter le pire, à savoir avoir l'extrême droite au pouvoir l'année prochaine, mais y compris d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, cette union des droites, parce que moi quand même quand je vois Wauquiez qui propose de faire alliance avec Ciotti pour la présidentielle, ça donne quand même à voir de la projection aussi qu'il y aura peut-être l'année prochaine sur ces élections, dont d'ailleurs la question migratoire fera partie du débat comme à chaque présidentielle. Bien évidemment, il faudra s'y attendre. Plusieurs choses d'abord. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la question des mineurs non accompagnés, parce que je trouve que c'est extrêmement important, la manière dont on traite les mineurs aujourd'hui. À plusieurs reprises, au niveau de l'Assemblée, on a bloqué les tests osseux. Par exemple, c'est une mesure. Vous pouvez rappeler à quoi ça sert? En fait, parce que quand les mineurs arrivent, on part du principe d'abord qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, ce sont des adultes qui mentent sur leur âge. Et donc, on veut faire des tests osseux, prélevés, donc, vous voyez un peu à quoi je fais référence, pour déterminer leur âge, avec en plus des marges d'erreur qui peuvent être jusqu'à 2 ans. Donc, en réalité, pour un mineur qui aurait 16 ans, on peut déterminer qu'il ait 18 ans, alors que ce n'est pas du tout le cas, et vice-versa. Donc, on les a bloqués systématiquement, c'est quelque chose qui revient. Et en réalité, cette notion, vraiment d'inhumanité, c'est-à-dire qu'on considère ces enfants, on ne les voit pas comme des enfants, on les voit d'abord comme des fraudeurs, parce qu'ils mentent forcément quand ils viennent ici. Et donc, on veut aller de plus en plus loin pour tester sur eux, y compris ces tests osseux, parce que en réalité, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, mais on veut les expérimenter, parce que c'est pas sur nous. Donc, c'est limite plus facile pour ceux qui le proposent. Donc, ça a été bloqué systématiquement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tout à l'heure, je disais, il ne faut pas céder aux sirènes de tous ces discours. Parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un pays aujourd'hui où le discours de l'extrême droite est celui qui est majoritaire. Et moi, je veux juste rappeler, au moment où on a eu tous les débats sur l'aide publique au développement, là aussi, politique totalement contradictoire de l'extrême droite. Ils veulent qu'on coupe l'aide publique au développement. Super. Sauf que quand on ne pourra plus traiter
la question du HIV, la question de la tuberculose, la question enfin, Ebola, la crise qui est en ce moment sur Ebola, qu'on ne traite absolument plus parce que le vaccin n'agit pas sur le nouveau variant, qu'est-ce qu'on va faire? On aura forcément des migrations qui vont s'accélérer parce que les gens veulent survivre en réalité. Donc, ils sont dans une logique de on coupe l'aide publique au développement, on arrête de financer alors qu'on finance des infrastructures, on finance de la santé, on finance de la réparation écologique avec cette aide publique au développement qui sert parfois à créer des puits d'eau pour favoriser l'agriculture, enfin, système d'irrigation. On est vraiment sur du concret qui change la vie des gens. C'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres, contrairement à ce qu'ils disent. Mais quand on a vu tous ces débats, on avait le sentiment que, bon, la France était OK. Pas du tout. 2 Français sur 3 est favorable au maintien de l'aide publique au développement. Donc ça montre que malgré les discours qu'on matraque à longueur de journée, les gens ont quand même compris globalement qu'on a intérêt à cette aide publique au développement. Donc pour moi, il reste quand même de l'espoir. Sur la notion stricte de la question des élections, c'est aussi ce qui me donne un peu d'espoir parce qu'en 2024, je rappelle au moment de la dissolution, d'ailleurs il paraît qu'il y en aura peut-être une à cet automne, il y a eu plus de 20 sondages qui disaient l'extrême droite va gagner, ils auront 300 députés. Bon, ils n'ont pas gagné, les gens se sont mobilisés au 2e tour, ils ont fait barrage, on a réussi, alors peut-être que c'est reculé pour mieux sauter, mais en tout cas, en 2024, c'est pas passé, la digue, elle a tenu. Je ne sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine, mais bon, gardons espoir. Moi, vraiment, dans ce qu'on essaye de diffuser comme d'abord, la question de ces migrations climatiques ne sont pas extérieures à l'écologie. C'est l'une des conséquences sociales les plus violentes de ce que c'est qu'aujourd'hui le changement climatique. Et donc moi, ce que je voudrais que chacun prenne conscience, c'est que l'activité humaine a un impact direct aujourd'hui sur le climat et donc à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il ne faut pas croire que ce qu'on fait aujourd'hui chez nous n'aura pas d'impact. Je le disais, d'ailleurs, il y a eu des exemples qui avaient été cités, la question du chlordécone, la question des essais nucléaires en Algérie, mais aussi en Polynésie. Il y a eu la question... quand on voit ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Enfin, là, on parle de la question d'extraction de minerais. L'Europe passe un accord avec le Rwanda pour de l'extraction de minerais dont on sait qu'ils n'ont pas sur leur territoire. Donc, ils vont le chercher en RDC. Ça crée des massacres de population. Mais comme c'est pour notre souveraineté numérique, on est OK, en fait. Et tout est comme ça. On va extraire l'uranium dans d'autres pays, on pollue les nappes phréatiques, c'est OK. C'est pas chez nous. Et on vient nous raconter ici que l'énergie nucléaire est la plus propre, etc. Oui, c'est propre chez nous, pas ailleurs. Et tout est comme ça. Et donc, on fait traiter nos déchets ailleurs. On exporte, vraiment, la question du textile, qui est vraiment un secteur qui pollue, mais de manière hallucinante et pour lequel, aujourd'hui, on fait très peu de choses en réalité. Et donc, tout ce qu'on décide a un impact. Quand aujourd'hui, vous avez des parlementaires qui votent la réintroduction de certains pesticides, ça a un impact. Forcément, on est en train de détruire, on est en train de polluer la phréatique. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers, bien sûr, à être malades parce qu'ils sont exposés face aux pesticides. Ils développent des maladies neurologiques, des cancers. Et on le sait aujourd'hui. Il suffit de prendre les clusters de cancers pédiatriques qu'on a dans notre pays. Donc, bien évidemment. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience que notre activité, ce qu'on décide et les choix que nous faisons aujourd'hui auront un impact chez nous, mais aussi ailleurs, eh bien, nous ne pourrons pas régler, on ne pourra pas régler la manière dont on perçoit cette notion de migration. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est imaginez-vous, aujourd'hui, finalement, on est très peu impacté. On a des pics de chaleur et vous voyez déjà dans quel état ça nous met. Le gouvernement est en panique totale. Donc, on invente des règles. Oui, on explique aux gens qu'il faut boire de l'eau. C'est merci. On le savait. Saisis. Voilà, mais pensez-y, c'est important. Mais en fait, on fait un numéro vert pour ça, quand même, c'est assez hallucinant. Mais je rappelle aussi que quand ils avaient envisagé la politique de sobriété, ils avaient envisagé de recruter des fonctionnaires pour vérifier que les robinets étaient bien fermés dans les administrations. Donc, on va très loin quand même en termes de sobriété, de politique de sobriété. Mais juste imaginez un instant si demain, nous vivions dans les mêmes conditions que vivent certains pays, avec des inondations, avec des sécheresses, avec des crises, des feux d'incendie. On en a eu des incendies extrêmement importants où tout est détruit, il n'y a plus rien qui pousse derrière. Eh bien, nous-mêmes, on se retrouvait en situation de migrer, de devoir migrer pour protéger nos familles et pouvoir survivre. Et à ce moment-là, eh bien, vu comment on se comporte, je me demande qui nous accueillera. Najat Vallaud-Belkacem, 2027, du point de vue des associations et vu tout ce dont on vient de parler, on peut notamment rappeler qu'on a beaucoup mis l'accent sur la question des valeurs, de cette humanité ou inhumanité, et que précédemment on a vu apparaître notamment le délit de solidarité. Alors, France Terre d'Asile, comment est-ce que vous pouvez batailler contre à la fois cette
l'application des valeurs, cette question des fonds insuffisants amenés pour empêcher ces premières migrations et le cadrage médiatique politique qui en est fait actuellement. Ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de choses à faire. Mais je vais essayer d'articuler avec ce que Sabrina vient de dire. D'abord, le fait de réduire l'aide publique au développement, comme elle l'a évoqué, on a un peu tendance à penser que c'est avant tout la politique de Donald Trump, l'USAID, qui a vraiment renvoyé tout le monde et coupé tous les fonds, ce qui se traduit en millions de morts supplémentaires. Hein. Mais en fait, il faut vraiment bien avoir conscience que c'est aussi la politique de nos pays à nous, malheureusement, puisque les budgets d'aide publique au développement ont été vraiment les grands perdants ces dernières années et que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, malheureusement, personne n'y a fait exception et a contribué à, en effet, cet état de fait qui est absurde quand en même temps on prétend combattre soi-disant le fait que des gens arrivent chez vous et vous submergent. Parce que par définition, même si on le sait, je vais mettre un petit bémol, on sait que les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté sont ceux qui partent le moins en fait, hein, puisqu'ils sont en situation d'immobilité forcée que vous comprenez très bien. Il n'en reste pas moins que quand le climat s'en mêle, quand à un moment donné il n'y a plus aucun moyen de subsistance, de toute façon ils sont obligés de prendre la route. Qu'ils prennent la route et qu'ils quittent leur campagne et qu'ils se retrouvent dans des villes, dans des pays dans lesquels justement les gouvernements ne sont pas forcément les plus démocratiques du monde et que du coup il peut y avoir des discriminations à leur endroit, etc. qui se jouent à ce moment-là et que tout ça amène, y compris des gens qui étaient a priori en situation d'immobilité forcée, à devoir partir malgré tout. Et donc, en fait, le fait de ne plus aider, c'était ça la logique de l'aide publique au développement, hein, des gens qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté à subvenir à leurs besoins, eh bien, ça se traduit en fil de réfugiés un jour ou l'autre. Donc, en fait, là, en effet, il y a une première hypocrisie, absurdité, incohérence terrible. Et en fait, en écoutant les exemples que tu donnais de ce que finançait l'aide publique au développement, j'avais en tête en même temps la figure de Sarah Knafo qui venait à la télévision vous expliquer que ça soutenait, je sais pas quoi, des ateliers de bien-être, ça me rend folle, ça me rend complètement folle. En même temps, ce qui me rend folle, c'est qu'il y a des gens, franchement, pour gober tout cela aussi, hein. Et donc, j'en viens à ce que disait Ariana. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut être responsable. Quand tu parlais de la chaîne de valeur et tout ça, je me disais, en réalité, on est en train de toucher du doigt ce qu'il y a. C'est que nous avons insuffisamment développé notre citoyenneté et nationale et mondiale. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment être des acteurs agissants et pas simplement passifs de ce qui se passe à la fois dans notre pays et à l'échelle du monde. On le fait un petit peu plus ces dernières années, j'ai l'impression, sur la question de l'écologie ou de l'alimentation. Par exemple, on a des espèces de Nutri-Score qui nous aident à y voir plus clair sur ce qui est bon pour notre santé. Nanana. C'est pas mal. Ça augmente notre information, donc notre conscientisation. C'est vrai que sur cette histoire de chaîne de valeur, ce serait intéressant de le faire sur ces sujets qu'on évoque aujourd'hui. Et notamment, par exemple, le t-shirt que vous achetez, vous pouvez le payer 2 € au lieu de 35. Pourquoi ? Et donc, derrière, en fait, qu'on remonte, ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont été complètement exploités, en fait, à la source. Et l'idée n'étant pas de renoncer à acheter complètement ce qui vient d'ailleurs, parce que ça, c'est aussi un petit piège dans lequel on peut tomber parfois, mais simplement d'avoir conscience de nos interdépendances, de nos interactions. Et quand on a conscience de nos interactions aux 4 coins du monde, je crois qu'on commence à renouer avec notre commune humanité. C'est-à-dire que, en fait, aux 4 coins du monde, c'est des gens qui pensent, qui aspirent, qui angoissent, en fait, comme on le fait nous, parce qu'on appartient à la même espèce humaine. Les hostiles à l'étranger, les hostiles à l'immigration, ont fini par nous faire perdre ça de vue ces dernières années.
ils y ont été aidés très fortement par les nouvelles technologies, car la vérité, c'est que scrollant à l'infini, voyant passer dans la même seconde à la fois des images de bombardements à Gaza et puis ensuite un petit chat tout mignon, on en a perdu notre capacité d'attention, de concentration, de hiérarchisation d'informations, d'empathie, de solidarité, bref. On est en train de tout perdre. Sérieusement, moi, je suis extrêmement inquiète pour notre genre. Et donc, je me dis, en fait, nous avons besoin de reprendre le temps de l'attention, de la compréhension, de la digestion des informations. On est en situation d'obésité informationnelle, ce qui ne fait pas de nous de bons citoyens. Et donc, en effet, développer tout ce qui va permettre de reprendre conscience de ces interactions aux quatre coins du monde. Et du coup, de nous interroger sur nos propres usages. Par exemple, je vous en donne un exemple puisque vous avez gentiment évoqué mon dernier livre qui portait sur la surprésence des écrans dans nos vies, qui s'appelle Sevrage numérique. Dans ce livre, j'évoque le fait que est-ce qu'on sait suffisamment que ce qui nous permet de scroller à l'infini comme ça sur les réseaux sociaux, quand même geste à interroger pour le moins, c'est que des nettoyeurs du web dans les pays du Sud sont payés au lance-pierre par les grandes plateformes qui pendant ce temps-là se font un fric maximum comme vous l'imaginez bien, mais sont payés au lance-pierre pour visionner 14 heures par jour des images de décapitation, de torture, d'exactions, etc. et les enlever. Elles les enlèvent pas toutes, puisqu'on continue de tomber sur un certain nombre. Mais enfin, ces personnes-là, notamment aux Philippines ou ailleurs, leur quotidien, c'est de nettoyer finalement les images qu'on va voir nous, et on n'en a même pas conscience, quoi. On n'en a même pas conscience. Il n'y a aucun accompagnement psychologique pour leur santé mentale qui a été prévu dans l'histoire. Donc c'est des formes de néocolonisation qui sont à l'œuvre, et je pense que nous autres citoyens, pour revenir à cette idée de chaîne de valeur, nous devons, sur tous les sujets, être désormais beaucoup mieux informés, réclamer cette information, mettre en place l'équivalent des Numiscore sur plusieurs sujets différents, pour bien comprendre d'où vient ce que nous avons dans nos assiettes, le médecin qui nous soigne. Vous savez, ces médecins on est bien content de récupérer des pays du Sud après qu'ils aient été formés. En plus, on les paye évidemment moins ici qu'on ne paye nos nationaux, sans que personne ne se demande jamais, au fait, on ne devrait pas rembourser le coût de leur formation aux pays du Sud? Parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir se poser cette question-là aussi, si on veut être complètement juste. Bon. Bref. Et puis, je dis un dernier mot, dans cette meilleure information, connaissance citoyenne qui nous permet d'être des citoyens empouvoirés, comme diraient certains, et en capacité de faire du plaidoyer auprès de nos dirigeants. Il y a aussi la bonne compréhension, en effet, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, on ne va pas s'en sortir du réchauffement climatique si on ne remet pas en question les énergies fossiles, hein. On ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas un monde où ça existe de ne pas remettre en question les énergies fossiles. Donc, c'est très intéressant de regarder ces dernières années ce que les dirigeants des principaux pays les plus riches ont fait en matière de subventions aux énergies fossiles. Et là, on se rend compte que, en fait, non seulement ils ont continué, et que surtout, l'ironie du sort, c'est que dans le même temps, vous vous souvenez, il y a quelques années à Sharm el-Sheikh, il y a eu une COP dans laquelle a été adopté enfin le principe porté notamment par les États insulaires, etc., de dire, bon, c'est vrai qu'il faut un peu de justice sur le fait que les États du Nord ont beaucoup pollué, comme tu disais, l'Afrique, par exemple, est victime de cette pollution sans avoir connu l'industrialisation et la pollution, etc. Bref, donc du coup, a été créé le fonds pertes et préjudices, qui consistait donc pour les pays du Nord à verser des dédommagements sur ces préjudices subis par le Sud. Eh bien, quand on compare le montant qui a été versé à ce fonds pertes et préjudices au montant qui est encore aujourd'hui investi par ces pays du Nord dans les énergies fossiles qui détruisent la planète, eh bien, c'est 6 fois plus pour les énergies fossiles que pour réparer les préjudices et préparer un avenir un peu plus soutenable. Donc, en fait, on est dans un moment où je pense qu'il nous faut la vérité sur les prix. Il faut que tous ces chiffres-là soient mieux connus. Il faut que les gens s'en saisissent.
Et il faut faire du lobbying, comme certains savent le faire, mais du lobbying citoyen cette fois-ci pour imposer un autre chemin aux dirigeants en 2027. Et donc, je pense que je ne vais pas vous répondre sur qui va gagner l'élection présidentielle, mais je pense que là, on a 1 an devant nous pour porter les 2-3 sujets qui importent sérieusement et qui, pour l'instant, franchement, ont disparu du débat public. Merci à toutes les trois. On va prendre un temps de questions pour qu'on puisse continuer à discuter toutes et tous ensemble. Pour les personnes qui nous regardent sur Twitch, qui est un tout petit peu moins pire qu'Instagram en termes d'effets sur le cerveau peut-être, mais pas pour les effets sur la planète. Mais bon, restez avec nous quand même. Il y aura quelqu'un qui va prendre aussi les questions sur Twitch pour pouvoir nous les relayer par la suite. Et comme il fait déjà un peu chaud, que tout le monde commence à avoir faim, je vous propose qu'on garde les questions les plus concises possibles et les réponses les plus concises possibles aussi, comme ça on a la discussion qui avance. On a un micro qui circule. Merci beaucoup Eric. Alors, oui, j'essaie de respecter. Bonjour, je suis là à double titre. Premièrement, je suis médecin, je m'intéresse beaucoup aux questions environnementales. Et je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit sur le côté inhabitable de la planète dans certaines zones. Pas seulement parce qu'il n'y a pas à manger, mais parce que simplement Homo sapiens, l'espèce Homo sapiens ne peut pas survivre physiologiquement à certains degrés de chaleur. Et deuxièmement, je m'implique dans l'accueil des sans-papiers. Et donc, j'avais une double question. Est-ce que vous avez parlé du statut de réfugié climatique. Moi, j'ai pas trop l'impression que les gens viennent ici parce que le climat est meilleur. J'ai du mal avec cette notion de mettre des étiquettes sur les réfugiés. Lui, il est économique, lui, il est lié à la pollution au Maroc, lui, il est lié à la pauvreté dans sa famille ou par son orientation sexuelle. C'est souvent plurifactoriel. Et du coup, vous nous avez donné des chiffres de dizaines de millions en précisant ensuite que 75% restaient dans le pays d'à côté. Et j'ai même vu des chiffres où c'était plutôt des centaines de millions dans les projections en 2050. Mais 25%, c'est beaucoup. Si vous enlevez les 75% qui restent à côté, ça veut dire que les 25% qui restent sont là pour des raisons de climat. Et je me permets de synthétiser un tout petit peu la question, donc plutôt sur le côté, est-ce que... Alors la question elle est très simple. Est-ce que vous avez des chiffres sur, par exemple, les sans-papiers ici, qui seraient des réfugiés climatiques si le statut existait? Et la deuxième question, c'est est-ce que dans ce statut, finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de dire c'est les gens qui ne pourront pas rentrer chez eux parce que le pays dans lequel ils vivent n'est plus habitable? Merci. On n'a pas de chiffre des sans-papiers. D'ailleurs, c'est un vrai regret parce qu'à la limite, moi, je préférerais les avoir. Il y a 1 an de cela, on a publié un livre avec un économiste du nom de Benjamin Michalet qui s'appelle « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas ». Et dedans, c'était intéressant pour moi de faire cet exercice avec un économiste parce que il a porté l'expertise qui était la sienne et l'étonnement devant le fait que les pouvoirs publics, en réalité, ont des chiffres qu'il serait utile d'exploiter, y compris pour remettre en cause un certain nombre de présupposés du débat public, mais ne les partage pas avec les chercheurs, ne les partage pas forcément avec le grand public. On en revient à cette histoire de conscientisation, etc. Je pense qu'il faut réclamer de la transparence sur les chiffres. Je ne crois pas une seconde sincèrement qu'on puisse, 7e puissance mondiale, ne pas être capable de savoir exactement combien il y a de sans-papiers chez nous. Je pense qu'on en est tout à fait capable. Et je pense qu'on ne le fait pas pour je ne sais quelle raison, mais que en fait, c'est une erreur. Parce que finalement, c'est cette confusion et cette absence d'information qui entretient la fantasmagorie au lieu de répondre posément. Donc voilà, on n'a pas les chiffres. Et l'autre question, c'était pour toi.
C'était est-ce que... Regardez des personnes qui peuvent plus rentrer chez elles. Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, sur la notion de réfugié climatique, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des critères en réalité sur ce qu'est, en fait, comment est-ce qu'on entre dans le cadre du statut de réfugié, parce que tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de la Syrie. On est dans un régime qui dysfonctionne totalement, où les Syriens ont fui par millions le pays. Là, il y a eu un changement de régime. Vous avez, d'ailleurs, ça a été vraiment, je pense que tout le monde était même surpris de voir des dizaines de milliers de Syriens retourner en Syrie, parce qu'ils n'attendaient que ça en réalité. Ils n'attendaient que la fin de ce régime pour pouvoir retourner chez eux. Comme ça a été dit, souvent, ils ont vraiment migré à côté. Sur la question du climat, c'est très différent. Et en fait, on est sur des projections de chiffres qui vont sûrement évoluer. Moi, je pense qu'ils vont s'accélérer en termes d'évolution. Parce que je le disais tout à l'heure, il y a un emballement. En réalité, on est en train d'assister à un emballement de la question du changement climatique. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir de plus en plus d'inondations, de tremblements de terre, de terrains ou de pays entiers où il y aura des sécheresses, où il y aura de la famine, et donc il n'y aura plus de vie possible. La question, et c'est vrai qu'il y a des fonds qui ont été créés dans des fonds de réparation, mais est-ce que ça sera suffisant pour permettre de réinstaurer et de faire en sorte que les gens puissent retourner vivre dans leur pays? Je n'en suis pas certaine. Donc effectivement, ce statut de réfugié climatique, il va partir aussi d'un principe que si la Terre n'est plus habitable et qu'ils sont accueillis chez nous, ça sera a priori de manière définitive. Parce que je ne vois pas qui, aujourd'hui, dans des conditions actuelles, pourrait retourner dans un pays où on ne peut pas survivre avec sa famille. Donc oui, le statut de réfugié climatique est un peu différent peut-être des autres, parce qu'on n'est pas dans cette notion de persécution qui peut être temporaire. Là, on est vraiment sur une inhabitabilité du territoire ou du pays dans lequel on vit. Et je pense que ça va s'accélérer. Parce que ce qu'on disait, c'est que jusqu'à présent, 75% des flux migratoires se font à proximité, dans des zones très proches. Vous avez par exemple le Soudan aujourd'hui qui accueille des réfugiés. Vous avez aujourd'hui l'Égypte qui accueille des réfugiés soudanais. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très, très en proximité. Mais quand vous aurez une extension des zones de sécheresse absolue, eh bien aujourd'hui c'est peut-être des villes, ça va devenir des régions, ça va devenir des pays, et donc forcément à un moment les migrations vont devoir aller beaucoup plus loin, et beaucoup plus loin ça veut dire soit plus loin d'est en ouest, soit du sud vers le nord. Et moi, si je peux ajouter, en fait, moi, comme je travaille dans des contextes de pollution minière, j'avoue que je comprends la question, parce que quand on fait des entretiens avec des personnes en mouvement, très rarement quelqu'un vous dira moi je suis un réfugié climatique, je bouge à cause du climat, à cause de l'environnement. Souvent c'est les questions économiques qui sont mises à l'avant. Mais l'intérêt, je pense, de discuter de cette notion, c'est aussi lié au fait que malheureusement ou heureusement, je sais pas, cette catégorisation a des conséquences en termes de protection sur les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont un statut de réfugiés ont des conditions de protection dans nos pays qui sont différentes de personnes qui sont classées comme des migrants économiques venant potentiellement de pays sûrs et qui donc peuvent être expulsés dans ces pays. Et je pense que la question du retour est centrale sur les débats qui concernent la migration climatique, parce que c'est peut-être l'une des seules avancées qu'il y a eu avec un cas spécifique en Nouvelle-Zélande, entre Nouvelle-Zélande et une île du Pacifique, où il y a un citoyen venant de cette île de Kiribati au Pacifique qui a saisi un tribunal en Nouvelle-Zélande en disant qu'il ne pouvait pas revenir chez lui à cause de la crise climatique. Et après plusieurs refus, il s'est appelé à la Cour des droits de l'homme des Nations Unies, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est que ce cas-là a créé une jurisprudence sur le soi-disant non-refoulement, donc le fait de ne pas pouvoir envoyer en théorie quelqu'un chez lui si sa vie est en péril à cause de une dégradation violente de l'environnement ou des conditions climatiques. Après, ce qui est paradoxal, c'est que cette personne n'a pas pu profiter de la jurisprudence que lui-même a créée, parce que il a quand même été renvoyé chez lui. Donc c'est tout le paradoxe de ces questions-là. Oui, merci de votre intervention. C'était très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié. Ma question est liée justement à ces réfugiés climatiques. Vous avez dit au début, on parle des gens qui viennent
de l'extérieur de l'Europe et qui viennent en Europe. Est-ce que vous avez aussi considéré dans les textes que vous préparez le fait qu'on va avoir à un certain moment des migrations à l'intérieur de l'Europe? Je ne prends que l'exemple que des Pyrénées-Orientales. Si on continue à faire ce qu'on fait malgré le plan résilience eau, on va arriver à une situation où on va avoir un certain nombre de choses qui ne pourront plus être faites ici. Et ben les gens vont peut-être avoir tendance à migrer ailleurs, en France par exemple. Sans rentrer dans un scénario très négatif, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais j'aimerais savoir si vous avez pris ça en perspective dans la préparation des textes que vous avez ou des actions que vous avez. Merci pour la question. On va prendre 2 autres questions. Comme ça, on fera une triple réponse d'un seul coup. En fait, ma question, elle est en termes de solution. Je voudrais questionner notre langage. Depuis tout à l'heure, depuis l'intervention du monsieur, on dit plus émigré climatique ou sanitaire, on prend son terme qui est réfugié. Et je m'interroge justement sur l'impact des mots pour créer notre imaginaire et pour favoriser l'empathie ou la projection que l'on peut avoir envers les personnes en grande souffrance comme ça. Et donc, la question de faut-il dire émigré, faut-il dire réfugié, qui moi me parle plus. Et par contre, quand c'est un blanc qui part travailler ailleurs, on va dire expat. Voilà. Donc, je pense que le langage peut être important pour les journalistes qui sont ici ou même pour nous chaque jour. Voilà, réfugié me parle mieux. Donc, migration en Europe, l'impact des mots. Et peut-être une troisième question avant de passer à table. Non, on reste là-dessus. Je veux bien rebondir sur cette dernière question parce que elle est tellement importante. En fait, on a un sujet impact des mots et impact des images. Impact des images, je vais commencer par ça, après je viens aux mots, mais c'est par exemple le fait que... Faites attention, la prochaine fois que vous lirez un papier dans la presse, ou même sur les chaînes d'infos continues, régulièrement, quand on vous parle de migration dans l'ensemble, c'est-à-dire y compris quand on vous parle, parce que ce sont ça les chiffres les plus importants quand on parle de migration, par exemple, qui arrive en France, quand vous prenez chaque année l'essentiel des personnes nouvellement reçues en France, les chiffres importants sont en 1, les étudiants étrangers, en 2, la migration économique et le regroupement familial, et enfin, tout en bas, la question des demandeurs d'asile, réfugiés. Et donc, en fait, on fait semblant de tout mélanger dans une espèce de paquet cadeau, entre guillemets, pour donner le sentiment que ce sont des chiffres très importants. Et puis, on met comme image, généralement d'illustration, un bateau sur le point de faire naufrage avec des gens dedans qui, dont on vous dit, c'est 200 000 personnes dont on vient de vous parler, c'est ça. Mais en fait, non, pas du tout. Les 200 000 dont vous venez de me parler, en fait, c'est pour l'essentiel des étudiants étrangers qui sont arrivés donc en avion dans des aéroports, des personnes qui sont venues travailler, qui étaient attendues par l'entreprise qui les embauchait, etc., etc. Donc, vous voyez le côté complètement vicieux du débat public sur ces sujets-là et le fait que parfois, c'est vrai, on se retrouve avec des journaux qui sont même pas idéologisés, ils ne sont heureusement pas tous, mais qui ne pensent pas suffisamment l'impact de l'image, de l'iconographie qui va accompagner sur les gens. Donc il faut faire attention, et c'est la même chose s'agissant du langage. Je pense en effet que il serait plus que temps de revoir notamment la notion d'émigré. En fait, c'est une notion qui ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, même migrant, j'aime pas la notion de migrant parce qu'on a l'impression qu'on est dans une espèce de mouvement qui ne s'interrompt pas. Vous voyez, c'est un peu comme si je disais, je suis un marchand. Je suis en train de marcher, je suis un migrant, je suis en train de migrer, mais il y a un moment donné où je me pose quelque part, quoi. Et justement, c'est ce refus de considérer que la personne se pose. Et donc, moi, je serais tellement d'accord avec l'idée d'en finir. D'ailleurs, généralement, j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois, mais généralement, je l'utilise pas. Bon. Et voilà, je voulais juste terminer en disant que il y a une très belle initiative qui a vu le jour, pour le coup, dans le monde médiatique, qui s'appelle la Charte de Marseille, qui a été signée par un certain nombre de journalistes. Alors, c'est beaucoup des journalistes indépendants, et puis j'espère que l'IB est signataire. Du coup, j'ai un doute, mais je vous en supplie, soyez-le, sinon, qui justement interroge les journalistes sur leur pratique professionnelle à l'égard de la question des migrations.
et qui les incite finalement à faire beaucoup plus attention. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui ne sont pas justes dans le traitement, et notamment, comme ça a été dit, je crois, par toi tout à l'heure, dans le traitement réservé à des personnes qui arrivent du Sud, ou dans le traitement réservé à des personnes qui nous ressemblent, les Ukrainiens, par exemple. C'était pas tout à fait le même récit. On était un peu moins, disons, dans l'empathie dans le premier cas. On était dans une massification des images qui ne permettait pas d'identifier les visages et l'humanité chez eux, etc., etc. Donc tout ça est interrogé par la Charte de Marseille. C'est une super initiative que j'incite tous les journalistes à soutenir, évidemment. Alors, je vais commencer aussi par la numéro 2 parce que je trouve ça extrêmement important, et sans revenir sur la notion des chiffres quand on parle d'immigration. Moi, je vais vous en donner un parce que c'est vrai que les étudiants, c'est quand même la plus grande masse. La France a pour objectif d'accueillir 500 000 étudiants étrangers par an. C'est le chiffre officiel. On est à 480 000 aujourd'hui, je crois, en termes d'accueil. Donc, le plus gros du chiffre, le plus gros du quota, c'est bien les étudiants étrangers. Et d'ailleurs, nous avons fait en tout cas, on a demandé à ce que les étudiants étrangers soient sortis des chiffres de l'immigration, puisque aujourd'hui, c'est une demande, en fait, c'est nous qui allons les chercher pour une simple et bonne raison que jusqu'à présent, nous avions pour objectif d'accueillir ces étudiants pour qu'ils étudient en France et qu'ils retournent dans le pays pour participer au rayonnement de la France à travers le monde. Donc, c'est ça, en réalité. Donc, c'est pas une contrainte, c'est nous avons été les chercher. Je le dis aussi parce qu'on est en train de changer la politique aussi à ce niveau-là, puisque ces derniers mois, Campus France, qui gère les étudiants étrangers, tente de changer sa politique en disant bon, maintenant on va plus accueillir les étudiants étrangers de la même manière, on va aller sélectionner les étudiants dans les secteurs de métiers où il nous manque du monde. C'est plus tout à fait la même chose. Là, on n'est plus dans le rayonnement de la France, on va chercher les cerveaux qui nous manquent pour compléter les filières de professionnels où on est en déficit en France. Donc là, il faudra aussi être très vigilant. Je pense que justement, si on veut faire en sorte que les pays se développent, c'est d'abord respecter aussi leurs cerveaux pour qu'ils restent chez eux et participent au développement chez eux et non pas venir contribuer chez nous. Ça, c'est extrêmement important. On est encore dans des logiques... voilà. On n'est pas sorti d'un certain temps colonial pour certaines idées. La deuxième chose, c'est que sur la question du statut de réfugié climatique, en fait, il n'y a pas de zone géographique. C'est-à-dire que c'est un statut de réfugié qui s'applique à toute personne qui se dit qui fuit en raison de conditions climatiques qui ne lui permettent pas de vivre ou de questions écologiques. C'est important, même si je suis absolument d'accord, je pense, et on l'a vu au moment de la guerre, de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, où on a accueilli les Ukrainiens et il fallait le faire dans de bonnes conditions, et la manière dont on traite par exemple aujourd'hui les Gazaouis, les Palestiniens, où tout est fermé, on accueille quasiment personne. La France devait accueillir des enfants blessés, je crois qu'on en a accueilli moins de 20 depuis le début. Donc vous voyez, on n'est quand même pas du tout dans la même symétrie, donc je pense qu'il y aura quand même moins de difficultés à accueillir intra-Europe que si on se positionnait à l'extérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, la question de l'information, elle est essentielle. Moi, souvent, je me dis, si les parents savaient, à l'époque, que lorsqu'ils allaient avoir des enfants à proximité d'une zone d'épandage de pesticides, ça allait provoquer un cluster pédiatrique, est-ce qu'ils auraient choisi de vivre là-bas? Je ne pense pas. Donc, y compris à l'intérieur de notre pays, je pense que plus l'information sera accessible aux citoyens, plus il y aura des zones où les gens ne voudront plus habiter, et c'est bien normal. J'ajoute vite fait, parce que du coup, moi, ça me touche beaucoup parce que je viens d'Italie. J'ai profité de l'espace Schengen. Je suis une étudiante qui a étudié en France à partir de mes 18 ans. J'ai traversé les frontières chaque week-end pour rentrer chez ma famille. Et en fait, en même temps, je me rends compte que cette chance-là d'avoir acquis la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne fait que on crée des frontières non seulement, comme on disait avant, géographiques, mais aussi du discours. C'est-à-dire que nous, on devient des étudiants internationaux. On est plus proches qu'avant. Et en même temps, de l'autre côté de la Méditerranée, on a créé cette altérité qui est fonctionnelle à garder cette frontière et cette image aussi, ce discours
culturelle de l'autre. Et ça, c'est très problématique. C'est pour cela que je sais que dans l'écologie politique, on discute beaucoup de immobilité et mobilité comme phénomène, les deux en même temps, parce que la crise climatique cause souvent les deux, de la mobilité et de l'immobilité. Et donc voilà, peut-être ça serait intéressant de commencer même journalistiquement à réutiliser ces mots-là. Et je conclus sur une anecdote parce que ça m'est arrivé d'intervenir en Italie au sujet des expulsions des migrants tunisiens de l'Italie vers la Tunisie du coup. Et en fait, pendant que je parlais de ce sujet-là, j'ai appelé les Tunisiens comme des citoyens tunisiens. Et l'une des questions qui ont été posées dans la salle était mais pourquoi vous dites citoyens? Il s'agit de migrants. Et donc en soi, je pense qu'il y a aussi toute la dimension de la citoyenneté qui est très importante et qui redonne aussi un rôle politique actif de ces gens-là, parce que tout le discours sur la migration rend l'autre très passif, inexistant et visible à nos yeux comme justement que des chiffres ou voilà, quelqu'un de très passif. Donc Ariana Poletti, Sabrina Sebaï, Najat Vallaud-Belkacem, merci à toutes les trois pour ces belles discussions. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que on retrouve tous les livres dont on a discuté, notamment ceux d'Ariana, à la librairie. Je crois qu'Ariana, vous restez pour les dédicacer. Nous, on va manger, vous restez travailler.